Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cinématographeur, où nous allons clore l'analyse de la trilogie East Trail 177, tournée par M. Night Shyamalan sur quasiment 20 ans. Bienvenue dans l'analyse du mal-aimé, Glass. On a débuté cette trilogie sur un film qui n'avait pas su trouver son public, mais que les cinéphiles adorent, et on va la clore sur un film qui, lui, a su trouver son public, mais que les cinéphiles détestent. En effet, si Incassable n'a remporté que 3 fois son budget au box-office américain, Glass lui a remporté plus de 12 fois sa mise. Alors, oui, il y a des soucis de rythme, oui, ça marche difficilement parfois, pourtant il y a un énorme travail de la part de Shyamalan sur ce film, et rien que pour ça, je voulais en discuter, pour essayer de le réhabiliter, au moins pour en dégager les points positifs, et revenir sur l'incroyable jeu d'écho que Shyamalan va mettre en place avec le reste de sa trilogie, et même avec son œuvre tout entière, en prolongeant le discours, tout en l'interrogeant au vu de l'évolution de notre société. Allez, j'essaye de pas trop papoter, et pour entrer dans le vif du sujet, parce qu'on a beaucoup de choses à raconter, comme d'hab, on fait un petit récap, et on spoil tout pour mieux comprendre l'analyse. C'est parti! « 19 ans après les événements d'Incassable, et seulement quelques semaines après les événements de Split, David Dunn et son fils Joseph sont devenus des vigilantes, des justiciers. David continue à aider les gens en tant que bon super-héros qu'il est, et son fils, qui est son sidekick, l'aide à l'aide de son oreillette. Il est en quête de Kevin Crumb, alias les 23 personnalités de la Horde, ainsi que la Bête, le super-vilain de Split, qui a à nouveau kidnappé des jeunes filles afin de les nourrir à la Bête, comme dans Split. Alors que David réussit à sauver les jeunes filles, il se fait emprisonner avec Kevin dans un asile psychiatrique par le Dr Staple, où est également emprisonné Elijah, alias Mr. Glass, depuis 19 ans. Le Dr Staple est spécialisé dans la mégalomanie, dans ces personnes qui croient qu'ils sont des super-héros. Elle essaye donc de les convaincre, ainsi que leurs sidekicks respectifs, Joseph pour David, Casey pour Kevin, et Mrs. Price, la maman d'Elijah, que les super-héros n'existent pas. Et elle réussit presque. Seul Elijah, Mr. Glass, ne fléchit pas et fomente une supercherie pour faire croire au Dr Staple qu'elle a gagné. Il réussit ainsi à faire s'évader Kevin et David. Et ces 3 personnages vont alors s'entretuer sur le terre-plein devant l'hôpital, et se font tuer, tous les 3, par des hommes armés portant un tatouage de trèfle sur le poignet, non sans que soit révélé, avant cela, le fait que le père de Kevin a bel et bien été tué par Mr. Glass dans l'attentat du train East Trail 177, attentat qui a donc créé nos 3 super-héros. Mais le Dr Staple, qui porte elle aussi ce tatouage, est en fait un agent d'une organisation millénaire dont le but est de protéger le monde de l'avènement des super-héros en cachant leur existence et en les tuant le cas échéant. Mr. Glass, obsédé depuis Incassable de prouver au monde que les super-héros existent bien, avait en fait complètement organisé ce Final Showdown pour qu'il soit filmé par le plus de caméras possible, pour que ces images puissent être relayées à la fin du film par tous les réseaux sociaux, par nos 3 sidekicks, afin de prouver au monde l'existence des super-héros et de faire triompher nos 3 héros, même dans la mort. Avec Glass, Shyamalan est bien loin de la subtilité d'Incassable. Sous un aspect un peu démonstratif, qu'on avait déjà soulevé dans l'analyse d'Incassable, le film semble souvent expliquer son sous-texte au spectateur. Que ce soit en soulignant ses métaphores, comme le gentil en vert et le méchant en violet, ou encore en expliquant directement ses analogies. In comics? In comics! He's the anarchist, he's the brains, he's the reluctant hero. This all sounds very familiar. On avait vu dans les épisodes précédents que cette façon de faire venait du désespoir de Shyamalan face à ses spectateurs qui souvent ne comprenaient pas le sens profond de ses films. Donc ici, il va s'adresser directement aux spectateurs et leur demander I heard you look past the capes and monologuing villains. Are you with me? Mais sous ses airs de s'expliquer lui-même, le film va en fait jouer sur un double front, et va piéger les attentes de son spectateur. Tout est en fait basé sur la tromperie, le mot anglais « deceit », qui est beaucoup plus impactant en anglais. C'est un intermédiaire entre décevoir, flouer et duper. C'est tout le jeu de Mr. Glass en fait, qui se fait passer pour apathique, alors qu'il n'a rien perdu de ses capacités intellectuelles, et qui crée un plan complexe afin de faire croire au Dr Staple qu'elle a atteint son but. Mais c'est aussi le jeu du Dr Staple, qui va tromper nos héros pendant tout le film, tentant de leur faire croire qu'ils ne sont pas de vrais super-héros, alors qu'elle sait que c'est vrai. Did I almost convince you you were an ordinary man? Mais c'est surtout le double jeu de Shyamalan, qui nous explique depuis le début du film ce qui va se passer à la fin,
le Final Showdown qu'il annonce au pied de la tour Osaka qui est omniprésente dans le film et qui doit être inaugurée au centre-ville de Philadelphie afin que le monde entier puisse voir les pouvoirs surnaturels de nos héros en action. The tallest building in the city. To the tallest building in the city. I am going to blow up that building. Osaka building. The Osaka Tower. Shyamalan se joue de son spectateur en déjouant ses attentes, en faisant de cette tour un fusil de Tchekhov, mais qui ne sera finalement qu'une duperie de plus, elle aussi. Alors, pour les quelques-uns qui connaîtraient pas ce que c'est que le fusil de Tchekhov, c'est un concept qui est nommé d'après son auteur, Anton Tchekhov, qui est un dramaturge russe du 19e siècle, qui s'appelle aussi la loi de conservation des détails. C'est une règle qui dit que si on présente un fusil dans la narration, Tchekhov parlait du théâtre mais ça s'applique aussi au cinéma, c'est qu'il doit servir plus tard. Je cite ce bon vieil Anton. « Supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. » Cette loi, c'est en fait la limitation de la narration au strict nécessaire pour ne pas diluer l'intrigue, ne pas faire de promesses que le spectateur pourrait s'imaginer et ne pas s'y tenir. Je vous réfère à l'excellent épisode Chroma de Karim Debache sur Signe, où justement il va parler exactement du fait que Signe est un fusil de Tchekhov géant. Et en fait, avec Glass, Shyamalan va prendre le contre-pied total de Signe. À l'image des deux grands méchants de son film, il va trahir son spectateur et finir son film avec cette fameuse tour en toile de fond, cette promesse non tenue qui hante la grande bataille finale du film. On peut reprocher beaucoup de choses à Glass, mais en tout cas pas son absence de courage par rapport à ça, se placer ainsi du côté des méchants, ce qui renvoie au titre du film d'ailleurs. C'est pas pour rien que le film est nommé d'après le grand méchant. Il prend ainsi l'identité de son personnage principal et prend le risque de décevoir son public. C'est un final à la Kill Bill, il nous promet un combat incroyable, mais finalement les deux personnages ne se lèvent jamais de leur chaise. Et dans Glass, on nous a promis la tour de Philadelphie pendant tout le film, et ça se passe sur le parking tout pourri de l'hôpital. Le fusil de Tchekhov était en fait dans ce plan, où il nous montre l'endroit où va mourir David, relié à la cuve d'eau. Et Shyamalan va même plus loin dans la déception, en tuant ses trois personnages principaux. Le film est le grand méchant de l'histoire, et se comporte envers le spectateur comme tel. Le film inclut ainsi dans la forme même que prend le scénario, son côté métatextuel. Il est donc conscient du fait qu'il est son propre méchant, mais également du fait qu'il est l'aboutissement d'une trilogie, une fin. End est d'ailleurs écrit en énorme sur un immeuble. On va ainsi avoir une prédominance du chiffre 3, du triangle et de la circularité. Une façon de boucler la boucle commencée 19 ans plus tôt. Glass est ainsi l'origin story d'une origin story d'une origin story. On avait vu qu'Incassable était l'origin story de notre héros, la découverte de ses pouvoirs, son avènement. Split était également la naissance d'un super vilain. Et dans les deux films, l'avènement du surhomme n'apparaît que dans les 15 dernières minutes du film. Et Glass va être en fait non pas une suite, mais l'origin story des deux opus précédents, qui explique comment ces trois personnages sont en fait liés les uns aux autres, une boucle qui se mord la queue. This was an origin story the whole time. Mais il nous raconte aussi l'origin story d'un univers où les super-héros sont révélés au public, qui est la fin du film, un univers plein de possibilités, mais qu'on ne verra finalement jamais. On est sans cesse renvoyé à ce qui existait avant dans cet univers, ce qui en est à l'origine et qui se répercute jusqu'à maintenant, qui est la traduction par la mise en scène du proverbe anglais « What goes around comes around », qui se traduit difficilement en français par « la roue tourne » ou « tout finit par se payer ». Ce retour en arrière permanent est souligné par Shyamalan dans le film par une prédominance de la circularité. Depuis le mouvement circulaire de Hedwig autour des jeunes filles, des enfants qui tournent autour de Casey, et Elijah qui fait lui-même des tours dans sa chambre sur son fauteuil roulant, jusqu'à la circularité de la cuve et des caméras de sécurité qui, même sous différentes formes, restent circulaires, mais aussi des miroirs de l'hôpital et du magasin de comics, la lentille de la machine, le manège sur lequel le jeune Elijah casse son épaule, dont le mouvement circulaire se répercute littéralement dans le présent par le fondu sur l'œil circulaire d'Elijah. Même l'architecture des couloirs a du mal à assumer ses angles. On a ainsi une reprise du thème de l'arche qui hantait Incassable, où les coins des passages d'un lieu à l'autre renvoient à cette circularité
car ils sont tous arrondis, que ce soit chez les ados au début du film ou dans l'hôpital. Et enfin, même les mouvements de caméra opèrent des rotations, comme l'un des plans finaux à la gare qui part des 3 nouveaux héros et qui revient sur eux, comme un plan à la Wes Anderson. Mais aussi le grand plan séquence de l'évasion d'Elijah où la caméra tourne 2 fois sur elle-même dans un sens, puis dans l'autre sens, et qui en plus s'achève avec Elijah qui va tourner autour de Kevin. Tout ce qui s'est déroulé jusque-là permet d'atteindre un but dont on ne trouve la source qu'en redéroulant le fil du passé. Cet aller-retour, qui est métaphorisé par ce mouvement de caméra et d'Elijah, va se retrouver dans toute la mise en scène, où les échos du passé vont hanter le présent. Des éléments vont ainsi revenir par-delà les 2 films précédents, hanter celui-ci par écho. Que ce soit le banc de musculation que contemple Joseph, des plans filmés à travers une surface d'eau, des plans à l'envers, la tête penchée d'Elijah, ou le plan sur son œil à l'hôpital après sa chute dans Incassable, qui est le même que celui qu'on voit après sa fausse opération dans Glass. Et en parlant de l'œil d'Elijah, ce plan est une réponse directe à cette phrase d'Incassable. See the villain's eyes? They're larger than the other characters. Mais les échos peuvent aller plus loin, comme la présence d'une femme avec un tatouage végétal qui va distraire notre héros et presque le perdre. Il enlevait son alliance pour lui parler dans Incassable, et le Dr Staple, qui a un tatouage de trèfle, va également le dérouter de sa destinée. Comme si ce premier tatouage, qui ouvrait la trilogie, continuait sous les vêtements pour finir en trèfle au poignet à la fin de la trilogie. C'est très poétique comme image. Continuons dans les échos poétiques justement. Il y a le retour de David chez lui, où il dépose sa cape sur une patère vide, qui symbolise sa solitude et la mort de sa femme, et laisse de côté l'escalier. Alors que, en rentrant chez lui dans Incassable, il accrochait enfin sa cape avec les vêtements d'Audrey à cette patère, et il la transportait en haut des escaliers, symbolisant enfin sa réunion avec elle. Mais on retrouve aussi le reflet de David dans sa cellule, où il est perdu dans celui-ci, et dans l'incertitude de sa vie, exactement comme au début d'Incassable, où il était perdu dans son reflet. Et sa poignée de main avec le méchant du film, qui enchaîne sur une vision du passé. Et puis la perspective sur Elijah, dans la salle des casiers, qui reprend enfin ses vêtements violets et sa coiffure d'Incassable, avec la raie sur le côté, qui rappelle les perspectives dans sa galerie de comics. Et puis ce plan de Joseph qui reprend l'imagerie horizontale de Split, avec d'ailleurs la même musique. Mais aussi tout simplement la gare de Trenton, qui ouvrait Incassable, et qui est l'origine de nos 3 super-héros. Et on a encore plein d'autres choses, comme le travelling compensé sur l'apparition de la bête, 3 personnages qui essaient de sortir de leur cellule, la veste du zoo de Philadelphie que Casey portait à la fin de Split, et qu'il ne l'a toujours pas quitté, ou encore des personnages qui se font traîner hors de l'écran par la bête, ou encore le comics que lit Casey qui va littéralement rejouer une scène de Split, qui est en fait une des nombreuses révélations que les personnages de Glass vont avoir devant un comic book. 3 fois, évidemment. Encore le chiffre 3. Et justement, ce magasin où Casey achète ce fameux comics, qui est donc déjà un renvoi à un autre film, à Split, est en fait le même que dans Incassable, jusqu'au vendeur, qui est toujours le même 19 ans plus tard. What are you doing back there? You're not one of those Hello Kitty pervs. You better not be jacking off to the Japanese comics, I swear to God. Comme ça, avec des petits riens, Shyamalan établit des résonances entre ces 3 films. On a même des mouvements de caméra qui sont identiques, comme cette scène où le Dr Staple essaye de reprendre à son profit la mise en scène d'Incassable, où Shyamalan opérait un mouvement d'aller-retour de David et Joseph à Elijah. Dans une séquence où Elijah essayait de convaincre David de l'existence des super-héros. Et dans Glass, on a exactement le même mouvement de caméra, mais à un moment où Staple essaye de convaincre le même Joseph de l'exact inverse, et de l'inexistence des super-héros. Et évidemment, Shyamalan inverse sa position dans le cadre. Joseph a pris la place d'Elijah, celui qui croit, qui était à droite du cadre. Ce film est ainsi fait de plein de petits riens qui prennent en fait tout leur sens quand on creuse un peu, parce que rien n'est fait au hasard chez Shyamalan en fait. Et même si on n'apprécie pas le film dans son entièreté, on peut au moins être fasciné par la richesse de sa mise en scène. On n'est pas dans un univers de référence en mode fanservice, c'est bel et bien en fait un dialogue entre les films que Shyamalan opère, ne serait-ce que par son personnage lui-même qui vient faire la jonction entre les univers, qui explique qu'il achète une caméra de surveillance à David, dans Glass,
parce que les locataires de son immeuble ont peur suite au meurtre de la psychiatre qu'il aidait dans Split, et qu'il reconnaît David en tant qu'agent de sécurité du stade où lui-même faisait du trafic de drogue dans sa jeunesse. On l'avait vu dans Split, mais Glass littéralise enfin dans le combat final l'affrontement entre le super-héros en vert et la bête en jaune, qu'on trouvait dans le premier comics d'Elijah, qui était enveloppé comme orchestré par le violet qui était la couleur d'Elijah. Le film Glass, avec ses effets constants d'écho et de miroir, est ainsi bâti comme une vraie galerie des glaces. C'est génial. Et ce symbolisme se retrouve aussi dans la façon dont les morceaux musicaux des deux films précédents sont utilisés, qui viennent hanter la bande sonore. Ou encore même des scènes coupées d'Incassable, et de Split, qui se retrouvent enfin inclus dans le film, comme si elles ressurgissaient du passé et trouvaient leur écho dans ce film. On a ainsi Elijah jeune, qui se fait casser l'épaule dans une attraction, entouré d'animaux jaunes qui sont censés le protéger, mais dont il perd la protection. Exactement comme à la fin, il essaye de se faire protéger par la bête, un autre animal en jaune, mais qui lui casse l'épaule gauche également, mais cette fois le tue. La scène coupée de David, où il manque de se faire noyer par des gros durs de l'école, fait aussi écho à sa mort dans Glass, où il se fera effectivement noyer par des gros bras. On voit ainsi en flashback 3 éléments constitutifs de l'origine des personnages dans leur passé. Ces 2 scènes, qu'on vient de voir, et la mort du père de Kevin qui part en train. Ces échos se retrouvent aussi à travers la réutilisation de la mise en scène des 2 films précédents. On va retrouver ainsi les longs plans séquences d'Incassable, mais également des plans face caméra qui définissaient la mise en scène de Split. Ce ressurgissement du passé, cette figure de mise en scène qui marque tout le film, sert évidemment son symbolisme. C'est le passé qui façonne le présent. Encore une fois, what goes around comes around. Le trauma qu'a vécu Kevin dans son enfance, et qui a fait de lui ce qu'il est la perte de son père qu'il a laissé seul avec sa mère qui le battait, son père étant mort dans le crash du train East Rail 177, orchestré par Elijah. La bête a donc été créée par Elijah, comme il a créé David exactement au même moment par ce crash. Comme on l'a vu dans Split, la bête, Kevin, n'est donc pas l'opposé de David sur la ligne que dessinait Elijah dans Incassable, mais il est bien une pointe du triangle, qui va être une grande figure du film. Le film, avec ses 3 actes, ses échos au film précédent, sa réutilisation de la mise en scène, son utilisation de scènes coupées, l'omniprésence de reflets, est ainsi construit comme l'assemblage de morceaux de verre brisés. Je trouve ça magnifiquement cohérent par rapport au titre. Et justement, on retrouve cet assemblage de morceaux de verre brisés, déjà dans l'affiche du film, mais également dans le générique de fin, où ils vont refléter les grands moments de la trilogie. Et on va avoir exactement 24 morceaux de verre qui vont nous raconter l'histoire des 3 films, pour les 24 personnalités de Kevin, plus 3 derniers morceaux, chacun représentant un des personnages principaux. Shyamalan va ainsi réagencer les fragments brisés de sa filmographie, pour lui aussi renaître de ses cendres et nous proposer un ailleurs. Glass est ainsi l'aboutissement d'une trilogie, un 3e film, The End, avec 3 personnages principaux qui portent chacun le titre d'un film de la trilogie, et qui sont chacun liés à un sidekick. Ces 3 personnages secondaires qui clôturent le film sur un nouvel univers, contre lequel se bat l'organisation du Dr Staple, et dont le symbole est le trèfle à 3 feuilles. Même si le film a beaucoup de détracteurs, je trouve que sa richesse permet de pallier quand même à ça. Ça reste vraiment passionnant. Ça va super loin en fait. On a les 3 jours que le Dr Staple a pour leur rendre la raison. I've been given 3 days to treat you by whatever means necessary. Les 3 révélations à travers un comic book, les 3 fenêtres derrière Kevin dans la salle rose, les 3 carreaux aux fenêtres des portes de l'hôpital, et même les 3 twists de fin. 1. Le papa de Kevin est mort par la faute d'Elijah, 2. Le Dr Staple fait partie d'une organisation secrète et mentait depuis le début, et 3. Elijah a tout fomenté afin de révéler au monde l'existence des super-héros. Et ce triangle est figuré constamment dans le film, depuis le triangle dessiné littéralement par les victimes de la bête, and where you were waiting today at the subway was in the middle of this triangle. Jusqu'au triangle de l'affrontement final, avec Elijah au centre, un sommet, et la caméra qui effectue un panneau gauche-droite qui part de la bête et qui finit sur David. Si les 3 personnages principaux sont un triangle, comme le film lui-même est bâti en 3 actes, chacun se focalisant sur l'un de nos personnages, on a David acte 1, Kevin acte 2, Elijah acte 3, avant de les réunir à la fin
avec leurs 3 supports, leurs 3 sidekicks, qui, lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, sont vus évidemment à travers des cases, toujours l'esthétique comic book, mais sont surtout positionnés en triangle, face au Dr. Staple, exactement comme le triangle des super-héros à la fin, également face au Dr. Staple. Tout se répond dans le film. Casey est d'ailleurs au lycée dans lequel étudiait Joseph Dunn. Tout est connecté, jusqu'aux couleurs de nos héros. Nous avions déjà vu dans les épisodes précédents, où David est associé au vert, Kevin au jaune et Elijah au violet. Couleurs qui seront transmises à la relève, aux héros du monde nouveau. Le film se clôture ainsi sur les 3 sidekicks qui arborent les couleurs de leurs mentors respectifs. Joseph en vert, Casey en jaune, et la maman d'Elijah en violet. Le fait que ce soit finalement eux les héros du film est dit par Elijah. A collection of main characters. Parce que dans le plan suivant, on voit les 3 sidekicks. Cette transmission est directement dans la mise en scène. En effet, lorsque la mère d'Elijah poste la vidéo, l'ombre d'Elijah, le violet, se reflète sur son ordinateur qui upload ses vidéos sur internet. Ordinateur qui relie les 3 nouveaux personnages principaux d'ailleurs. Et on peut entendre dans le fond, dans ce plan, des enfants qui jouent. C'est une magnifique circularité parce que Elijah avait trouvé sa voix pour la première fois dans un jardin pour enfants, avec les mêmes sons ambiants, à travers le contenu d'un paquet violet offert par sa mère. Et là, c'est le contenu d'un ordinateur violet qui va à nouveau lui permettre de s'accomplir, même si c'est dans la mort. La circularité est totale, puisqu'Elijah dans Incassable disait à David d'aller dans une gare pour découvrir ses pouvoirs. Et c'est aussi par le déraillement d'un train que ces 3 personnages se sont formés. Et c'est exactement là, dans une gare, que les 3 nouveaux héros se rejoignent pour accomplir leur destinée. Ce final est précédé par la découverte de la vidéo envoyée par Elijah dans un enchaînement de plans magistral, comme un compte à rebours avant l'explosion. 4 plans chez la mère d'Elijah, 3 plans chez Joseph, 2 plans chez Casey, et 1 plan qui les rassemble tous les 3. La tour de verre qui représente Elijah le vert, le train dans lequel Kevin s'est transformé pour la première fois en bête et où son père est mort, et la gare où David accepte pour la première fois ses pouvoirs. Et chacun des 3 nouveaux héros, assis ensemble dans cette gare, revoit à ce moment-là l'écho qui a créé ce lien ultime avec chaque personnage. Le comic book offert par la mère d'Elijah, la bête qui se rend compte que Casey est brisé comme lui, et Joseph qui rompt enfin le pacte de silence qu'il lui avait demandé son père 19 ans plus tôt dans les derniers plans d'Incassable. La boucle est bouclée. Le flashback muet de la mère d'Elijah disait d'ailleurs dans l'original « They say this one has a surprise ending. » Comme si cette phrase résonnait parfaitement à travers le temps, par cette femme qui a perdu son fils, assise entre ses 2 enfants, qui ont tous les 2 perdu leurs parents. La circularité totale et absolue de ce film est également métatextuelle, parce que la toute dernière seconde de glace, qui révèle au monde l'existence des super-héros, montre la bête en train de soulever une voiture, ce qui n'est autre qu'un rappel à la couverture du tout premier comic book jamais publié, le Action Comics numéro 1, la toute première image de super-héros de l'histoire, où Superman soulève également une voiture dans la même position. And then, in 1938, the apotheosis happened. Action Comics #1 launched, with the man in the cape and the blue tights on the cover. Booyah! Il y a une figure de mise en scène qui m'avait beaucoup intrigué dans Incassable à l'époque. Il s'agit de cette façon qu'avait la caméra de s'élever dans les plans, mais en restant en plongée. On va y revenir dans un instant. Évidemment, cela a à voir avec la trajectoire ascendante qu'a David dans ce film. On l'avait vu, il s'accomplit en tant que surhomme, après un fondu enchaîné sur sa cape de super-héros en emportant sa femme en haut d'un escalier, symbolisant la superposition de sa part surhomme et de l'amour retrouvé d'Audrey, qu'il avait perdu en début de film. De même, à l'inverse, Elijah avait une trajectoire descendante. Cette trajectoire des personnages était également reprise dans Split, où nos 2 personnages finissent en haut d'un escalier. Ils s'accomplissent tous 2 à leur façon. Or, la mise en scène de Glass, on l'a déjà vu un peu, va avoir comme figure principale l'aller-retour, le repli, la circularité, le miroir. Et justement, Glass va ouvrir sur cet aller-retour, porté par la grande figure du film qui est le doute. We keep bringing him sacred food and nothing's happening. The beast, he's shown himself twice to the masses of the broken and they're not believing. There's no revolution.
Mais ce doute est alors immédiatement levé par Patricia. Dennis, do not be scared. You have to trust me, as you always have. Dès l'ouverture de son film, Shyamalan nous pose sous cette figure de l'aller-retour, une plongée dans le doute, puis une remontée vers la confiance en soi. Comme chez tous les grands réalisateurs, tout est dit dans les premiers plans. Et ce mouvement d'aller-retour, descente-remontée, va être filé tout au long du film par justement les trajectoires de nos personnages, si importantes dans les deux films précédents. C'est ainsi qu'ils ont une trajectoire descendante au début du film. On a ainsi Kevin qui descend dans le sous-sol pour se transformer en bête, alors que dans Split c'était vu comme une élévation. Puis la bête descend du plafond à son arrivée dans l'usine face à David, alors que dans Split il montait sur les murs. Puis ils vont tous les deux sauter de la fenêtre et tomber à terre avant de se faire enfermer dans cet asile. Cette trajectoire descendante se poursuit avec Joseph qui descend les marches de l'hôpital après sa discussion avec Staple, comme Casey qui descend elle aussi, alors que le Dr Staple reste en haut des marches, la regardant en plongée, l'écrasant de son regard, et que David est assis par terre, perdu dans son reflet. Il est revenu littéralement au début d'Incassable, il a fait la boucle, tout en bas de tous les escaliers qu'il avait réussi à monter pour s'élever jusque-là. Mais arrive le milieu du film, et l'intervention d'Elijah qui efface le doute de l'esprit de chacun de nos héros. Ils vont tous se relever au milieu du film, comme Joseph se relève dans ce plan, et ne plus jamais douter, et ainsi provoquer l'élévation de la caméra, à l'image de ce même mouvement dans Incassable, qui faisait également suite à une question écrite, et qui préfigure donc l'ascension de nos héros, comme elle préfigurait l'ascension de David. Et c'est à ce moment-là du film que tout s'inverse, parce que le Dr Staple, elle, amorce sa trajectoire descendante. Elle est vue pour la première fois descendre un escalier. Tout s'inverse parce que c'est le moment que choisit Elijah pour sortir de sa léthargie et trafiquer la machine qui supprime l'imagination. C'est ainsi qu'immédiatement après cette duperie, Shyamalan montre l'inversion qui est le pivot de son film et montre le Dr Staple en reflet et descendant un escalier. Il inverse toutes ces figures de mise en scène qu'il a mis en place jusque-là. C'est alors que Kevin peut se transformer en bête et donc grimper sur le mur très très haut jusqu'au plafond, et qu'Elijah peut être vu dans une contre-plongée qui le relie à la fenêtre derrière lui, ouvre le champ, encore une élévation. Et que David, lui, peut également suivre la voie tracée par Elijah, à travers sa voie justement qui lui vient du haut de la pièce, qui le pousse à s'élever lui aussi. Il regarde vers le haut, et un plan qui est suivi peu après par une magnifique contre-plongée avec sa cape qui vole au vent, symbole de son ascension. Il manque que Metropolis et c'est vraiment les ondulations de la cape de Superman dans le ciel. Mais cette ascension ne s'achève pas à la mort de nos trois héros, parce qu'il y a un passage de relais. Et c'est pour ça que leurs trois sidekicks seront tous les trois vus de la même façon, en contre-plongée alors que le héros meurt. Alors que le Dr Staple sera prise dans un mouvement descendant de la caméra, depuis le haut du camion où se trouve le sniper, puis elle sera ensuite vue dans un reflet au comic book store, à la fin quand elle se rend compte de la duperie ultime, et son dernier plan sera en plongée par une caméra alors qu'elle se plie en deux vers le sol de dos. Et à l'inverse, le dernier plan du film sera un travelling ascendant à la grue qui part de nos trois héros, leur ultime ascension, leur accession au stade de surhomme. This is the moment we are letting on the universe. Maintenant nous avons détaillé les trajectoires de nos trois personnages sur cette trilogie qui s'avère donc d'une cohérence formelle absolument parfaite. J'aimerais juste m'arrêter sur cette fameuse figure de mise en scène qui m'intriguait et dont je vous parlais tout à l'heure. Ces mouvements de caméra dans Incassable, qui s'élevaient tout en restant en plongée, et qui pour moi trouvent leur réponse dans Glass. Ces mouvements avaient tendance à élever David en tant qu'œil omniscient, qui surveille et veille sur la ville, comme un vigilante, un justicier. Et cette figure de mise en scène est en fait reprise par le nom que la presse lui a donné dans Glass. The Overseer. Littéralement, celui qui veille, qui regarde depuis en haut, par-dessus. En fait, comme une caméra de surveillance, qui pourrait très bien avoir filmé ces deux plans. Ou même celui-ci dans Glass, de la même façon que Staple se rend compte de la supercherie en regardant son propre reflet dans un miroir de surveillance en hauteur. David devient en cours des films littéralement une caméra de surveillance. Il finit comme vendeur de caméras de sécurité. Les mêmes caméras qui vont hanter tout ce film, avec les mêmes plans vus en plongée depuis le plafond. Et à la toute fin, il ne reste finalement plus de lui que ces images filmées par des caméras de sécurité. C'est son héritage. Au fur et à mesure de ces films, cet humain devient un surhomme qui devient lui-même une image, une icône.
Et cette idée du devenir image va être déployée à travers tout le film. David devient, grâce à cette ultime révélation dans les médias, un être évanescent, un œil omniscient qui regardera toujours les bad guys, qui le craindront à jamais. C'est un peu comme quand l'inspecteur Gordon allume le bat-signal dans The Dark Knight. Il aime à rappeler aux gens que Batman est là et qu'il voit tout. En 19 ans, la société a évolué, et le regard de Shyamalan évolue avec elle. Une société hantée par l'image, le désir de transcender la petitesse de sa condition, l'anonymat de tout un chacun, et devenir une icône. Comme on l'avait vu dans Split, la société Instagram. Passé le générique, le film ouvre donc sur ces adolescents qui se filment faire un Superman punch, afin de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Ils mettent en scène un moment emprunté au comic book afin de devenir célèbres. Alors qu'à la fin du film, encore le miroir, ce sont véritablement des images de super-héros, les vrais Superman de ce monde, qui sont révélés sur les mêmes réseaux sociaux et qui font réellement le buzz. Il y a ainsi une omniprésence des images, d'internet et des médias dans Glass, ce qui sera le propos même du film, montrer des images. Il y a donc les ados au début avec leurs vidéos virales, Elijah qui se met à jour sur internet sur les exploits de David, Joseph qui se renseigne sur les potentielles cibles de son père et vérifie s'il est trending sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi ainsi qu'il échafaude des théories sur les possibilités de la localisation de la bête, puis qu'il trouve la vérité sur la mort du père de Kevin, et enfin, c'est aussi sur internet qu'il y verra les premières images de la vidéo virale de la fin. Mais la plus grande image fantôme du film reste la Osaka Tower, dont on avait déjà parlé, qui sera miroitée par des magazines et des chaînes d'information tout au long du film. Ce n'est qu'une image, tout n'est que véhiculation d'images. C'est aussi tout le principe de cette société secrète, qui fait de la manipulation d'images en faisant disparaître l'existence des super-héros. Même les références des personnages, comme Salt Bae par les ados au début, sont des références à des vidéos virales. What is that anyway? It's an internet guy. He's a butcher who salts his meat in an elaborate way. Le monde ne vit plus qu'à travers l'image, mais surtout l'image médiatique, l'image créée sur internet, que l'on n'a jamais vue et qu'on ne verra jamais, comme cette Osaka Tower qui ne sera vraiment jamais partie intégrante du film. Shyamalan va ainsi s'interroger sur la skise de notre société, entre l'éphémère et l'immortel. D'un côté ce qui est là depuis toujours et qui restera, les super-héros et cette société secrète, et de l'autre la quête d'immortalité par l'éphémère absolu, cette vidéo virale qui aura disparu la semaine prochaine. Ça me fait penser à la fin de Chicago en fait, où Roxy Hart, après avoir fait la une des journaux, est oubliée en 2 secondes, avant son grand discours, par un nouveau scandale plus intéressant juste à côté. Cette séquence avec les ados est étrange, parce que cette caméra qui filme nous montre l'image à nous, spectateurs, directement. C'est pas le caméraman qui regarde. À nouveau ce principe de la boucle. Ici, l'image qui se regarde elle-même, filmer un film où le comédien se regarde être filmé pour montrer encore à d'autres personnes sur le net. C'est une boucle infinie de l'image, mais aussi une image du réalisateur du film, moderne, qui ne regarde même plus ce qu'il filme. C'est un triste constat par Shyamalan sur le cinéma moderne en fait. Ce n'est que l'image qui est renvoyée et l'effet que ça doit produire, le buzz, qui sont importants. Le nom même donné par ces ados, le Superman Punch, est en fait l'antithèse totale de ce qui représente Superman. Shyamalan montre comment sont utilisés et totalement mécompris les super-héros de notre temps. Les super-héros qui ont fait ces films au départ incassables et qui ont été complètement mécompris par la société Marvel. Les ados débiles avec leur caméra filment des Superman Punch et font le buzz sur internet, et de l'autre côté, on va enfermer les vrais super-héros de notre monde dans un asile psychiatrique. C'est à travers cette violence aveugle que ces jeunes vont exister aux yeux du monde. C'est à travers l'écran qu'ils s'accomplissent. Et même entre eux, en fait, ils ne parlent qu'à des écrans, jamais à eux-mêmes, jamais l'un à l'autre. Ça renvoie encore à l'ouverture d'Incassable, où les gens ne se regardaient pas l'un l'autre et parlaient directement à leur reflet. Ici, ces jeunes parlent à une image télévisuelle, à un écran, parce que la communication, maintenant, ne passe plus que par cela. De la même façon que le film terminera sur des écrans et des images. Il y a ainsi une circularité absolue, un film qui ouvre sur un buzz, et donc qui clôt sur un buzz, une trilogie qui ouvre sur une naissance, et qui finit par la mort de ce même personnage. Si le but de Incassable était de sortir des cases du comic book pour entrer dans la réalité, ce qui était donc le sens du dernier plan, rappelez-vous, où David sortait du cadre dans le cadre, le but de Glass va être de réentrer dans ces cases, de se les réapproprier après 15 ans de cinéma Marvel qui a dénaturé l'aspect comic book de ces héros,
Il va falloir se réidentifier en tant que super-héros inscrit directement dans les cases, comme la renaissance de cette bête qui se fait à travers des reflets et des cadres dans le cadre. Et ensuite réassumer cet aspect comic book. Depuis quasiment tous nos personnages qui achètent des comic books, jusqu'aux analogies des situations du film avec des situations de comics. They got it wrong in the comics. Are you aware that spandex, the underwear on the outside and boots, come from strong men in the circus in the 1930s? The first Superman couldn't even fly. There are references to man/animal characters, the dual character, the man who has abilities like animals. In comics, the parents of the villains always hold the key to understanding them. In comics, you would go to a public place where all could see. This is where they would paint you with big eyes and bubbles of confusion above your head. A classic public forum where the climax of limited editions end. I think he said it was referred to as the showdown. The collection of main characters. That sounds like the bad guys teaming up. The classic turn. The enemy becomes the ally. Did you tell me there was a showdown at the end of a limited edition? This is not a limited edition. This was an origin story the whole time. Les gens avaient jugé Incassable à l'époque sans comprendre les analogies qu'il faisait à l'univers des super-héros parce qu'il était très en avance sur son temps. Et ils ont jugé Glass à l'aune de tous les autres films de super-héros qui avaient déjà été faits depuis. Alors qu'en fait, même s'il le fait parfois de façon un peu naïve et poussive, Shyamalan va beaucoup plus loin dans la déconstruction du mythe du super-héros. Il est sans cesse en avance sur son temps. Il va chercher le sens profond de ce qu'est le super-héros, plus loin que juste les analogies avec les comics. Et il nous le dit littéralement. I urge you to look past the capes and monologuing villains. Are you with me? Mais quel est justement ce sens profond qui va au-delà des capes et des monologues poussifs? Eh bien, il va en fait se baser précisément sur ce que tout le monde déteste dans le film, mais qui pourtant a son importance pour la mise en scène, et le discours de Shyamalan du moins. J'ai nommé la société secrète millénaire qui lutte contre les super-héros. On avait déjà soulevé que le symbole de cette organisation, le trèfle à 3 feuilles, était une façon de représenter nos 3 héros, et également la trilogie en tant qu'unité. 3 feuilles d'une même plante, indissociables les unes des autres. Mais au-delà de ça, c'est quoi un trèfle à 3 feuilles? Bah c'est un trèfle qui n'en a pas 4. C'est le symbole de l'ordinaire, de la norme, de cette société secrète qui condamne l'extraordinaire. Les super-héros, justement, les trèfles à 4 feuilles de ce monde, qui sont au sens propre des anomalies génétiques, des mutations qui sont vues comme une hérésie, un déséquilibre dans le monde. Et pourtant, tout trèfle à 3 feuilles en ce monde rêve d'une 4e feuille, il aime à se croire exceptionnel dans sa quête d'infini. Mais les masses qui se rêvent uniques ne peuvent pas être contrôlées. C'est aussi pour ça que les pays communistes, soviétiques ou chinois dans les années 60 prônaient l'égalité la plus totale à travers l'uniformisation. En supprimant les religions d'un côté, qui sont une quête d'éternité individuelle, qui ne servent donc pas la cause de tous, et d'autre part en créant des maisons éternelles comme en Russie, où tous vivaient sous le même toit, et les enfants, dès leur naissance, appartenaient au parti, et n'étaient pas éduqués par les parents. Le Dr Staple fait donc partie d'une organisation qui a pour ambition de restaurer l'équilibre du monde en effaçant complètement l'existence des super-héros. Ce twist final que tout le monde déteste était prévisible en fait, parce qu'il date d'Incassable, où la révélation de la faiblesse de David était découverte par Elijah grâce au comic sur la Coalition of Evil, dont le but est de trouver les faiblesses de chaque super-héros afin de les éliminer. They got it wrong in the comics. They talk about secret evil groups trying to stop the heroes. I don't think we are particularly evil, and we don't choose sides. Elle proclame qu'elle n'est ni bonne ni méchante. Elle est juste là, au milieu, pour conserver l'unité, l'équilibre. Son rôle est déterminé par son nom même. A staple, en anglais, ça veut dire une agrafe. Et une agrafe, ça relie, ça fait tenir ensemble les pages d'un comic book. Elle est au milieu et tente d'uniformiser le tout vers ce milieu, refuser les extrêmes et empêcher les pages de s'envoler librement en les agrafant ensemble. Elle instaure donc pour ça le doute chez nos héros. Elle essaye de drainer leur identité,
et c'est métaphorisé par la mise en scène, par la couleur des pyjamas de nos héros. Ils gardent tous les trois leur couleur, David vert, Kevin jaune et Elijah violet. Mais elles sont diluées par le blanc de la tenue de Staple qu'elle avait au début. On a ainsi l'impression que Staple, comme un grand méchant de comics, vide leur essence à travers leur reflet dans le sol, dans cette immense pièce rose pastel. Je trouve cette idée de mise en scène absolument incroyable du point de vue cinématographique. Et ça va beaucoup plus loin, parce que cette pièce rose, dont le but est de détruire la part extraordinaire de nos personnages, de littéralement dissoudre leur identité colorée dans le blanc, qui est la somme de toutes les couleurs, donc le neutre absolu, est mis en parallèle, superposé au plan précédent, qui nous montre que cette volonté est, à l'intérieur de l'hôpital, exactement comme à l'extérieur, où finalement, tout est exactement similaire, une superposition de ces deux univers. Ce qui poursuit le as above, so below, as below, so above qu'on avait vu dans Split, et où Shyamalan mettait en parallèle le dessus et le dessous. Et dans Glass, il fait pareil. Dedans comme dehors, la société cherche à normaliser l'individu. Et presque convaincu par le Dr Staple, dans le plan suivant, on voit David en reflet, à nouveau en quête de lui-même, dans un écho de son premier plan dans Incassable, prisonnier des tuyaux qui forment une prison dans son esprit et dans son corps. Et à travers ça, Shyamalan va pousser à bout sa réflexion sur l'être face à la société qu'on avait déjà effleuré avec les épisodes précédents. Dans Incassable, le principe était donc une quête de soi, trouver comme Elijah sa place dans ce monde. Dans Split, le discours prenait le contre-pied de celui d'Incassable, où finalement c'était la société, soit par son refus d'accepter l'existence de Kevin, ou du moins sa maladie, soit par son absence d'intervention face aux maltraitances subies par Casey de l'autre côté face à son oncle. Cette société qui a façonné ces individus et leur sombre destinée. Who are you? I am you. Glass va ainsi réunir ces deux visions et en pousser plus loin la réflexion, en mettant en scène une société où les personnages veulent s'accomplir, où ils ont enfin trouvé leur place, mais qui vont être étouffés par le système, qui va les priver de leur identité et tenter de les aligner sur le reste des individus lambda. C'est un film où le but est littéralement de prouver son existence, de transcender la banalité pour s'ériger en quelque chose de plus qu'une simple fourmi dans la fourmilière. C'est tout le sens de ce plan flou dans le métro, où ces deux ados, qui viennent de commettre un acte méprisable, frapper un homme totalement gratuitement, sont finalement les seuls à être nets. C'est leur façon à eux d'exister dans la masse floue. Ce plan littéralise cette anonymisation totale du monde que l'on vit de nos jours, à travers ces gens qui passent flous presque sans consistance. Ça me fait penser aux passagers du train dans Le Voyage de Chihiro. C'est le mal de ce début de siècle. Les gens sont perdus dans l'immensité de leurs semblables qui, grâce ou à cause d'internet en fait, n'ont jamais été aussi proches, mais qui renforcent finalement notre sentiment de solitude absolue. Grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut exister, et pourtant, tout le monde y est noyé. Les gens ont désespérément besoin d'exister, de se définir par rapport à quelque chose de plus grand qu'eux. D'où la résurgence des phénomènes complotistes en masse en fait, qui leur permet de se sentir part de quelque chose d'autre avec un grand A, de ne pas se mêler à la masse, mais d'exprimer son individualité. C'est pour ça que Shyamalan touche ça du doigt avec cette société secrète, qui est le principe même du complotisme. C'est certes fait de façon un peu maladroite, je le concède, mais il n'en interroge pas moins en profondeur notre siècle et ses frustrations. Cet accomplissement de soi à travers une quête de sens est la grande question de cette trilogie. Qui suis-je? Now that we know who you are, I know who I am. Et quelle est ma raison d'être? You're fighting for the broken. You found your purpose. Et ces deux questions, c'est la définition même de l'existentialisme, selon Søren Kierkegaard. Et ouais, on va parler philo. Bon, en même temps, on avait déjà discuté théologie sur Incassable, donc on n'en est plus à ça près. Kierkegaard est donc un philosophe danois du 19e siècle, mort à 42 ans, et qui, comme Elijah, a passé sa vie à chercher la raison de sa propre existence. Et lui, plutôt que de faire sauter des trains et des avions, il a écrit des bouquins. Il est donc principalement connu pour ses réflexions sur la condition humaine, qu'il voit comme un tiraillement entre existence et existentialisme, entre ce que je suis et ce que j'aspire à être. Une pensée sur laquelle Nietzsche se basera et élaborera avec son concept du surhomme. Alors, je vais pas mal simplifier les choses pour que ça reste compréhensible, donc je vais faire aussi des raccourcis. Ceci étant un disclaimer pour les experts en philo qui risquent de hurler dans les commentaires en bas. Bon,
L'existentialisme, c'est une quête introspective d'une émancipation de la conscience individuelle. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne cherche pas juste à vivre, au contraire des animaux, mais à exister, transcender son propre être, afin de toucher du doigt l'infini, exister pour plus que soi-même, ce que Kierkegaard appelle la foi. They are losing faith. My horde is losing faith. C'est pas une foi théologique, en un dieu, mais juste en quelque chose qui nous dépasse, justement nous transcende, va au-delà de nous-mêmes. Ça peut être un dieu, ça peut être l'art, ça peut être l'amour, ça peut être la quête de soi, etc. Mais cette quête est limitée par notre condition d'être humain. Parce que face aux autres et à l'existence, l'existentialisme se confronte au choix et au doute. Ce qui fait que l'existentialisme mène au surhomme, mais aussi à l'angoisse d'exister. On est tiraillé également entre le haut et le bas. Or, à travers cette trilogie, Shyamalan évoque ce désespoir qui vient du sentiment d'être prisonnier dans un état de souffrance existentielle, d'être seul, sans personne pour nous seconder, nous dire qui nous sommes, comme Elijah, nous culpabilisant intérieurement de n'être pas assez fort pour s'échapper de ce qui nous blesse, de n'être pas assez bien, peut-être même penser que l'on ne mérite pas d'être heureux, comme Casey à la fin de Split. Il faut cependant accepter le poids du désespoir de notre condition d'homme et tenter de le surpasser par cette foi absolue où être soi-même devient le défi existentiel ultime, ce qui est le principe même de Glass. Elijah, à travers sa quête d'infini, a donc créé ces 3 super-héros / super-vilains, dont lui-même, par le déraillement du train dans Incassable. Mais il les a également recréés dans Glass, alors que tout espoir semblait perdu et que le doute commençait à drainer leur essence vitale. Il les recrée en fait afin de mieux les tuer, dans le but de transcender leur mort, de les immortaliser en surhommes. Ils ont ainsi tous les 3 vécu pour plus qu'eux-mêmes. Pour ce moment où la voix d'Elijah résonne à travers la mort, où il accomplit enfin sa destinée existentialiste. There are unknown forces that don't want us to realize what we are truly capable of. They don't want us to know the things we suspect are extraordinary about ourselves are real. Il a ainsi vécu pour plus grand que lui-même, et sa voix est accompagnée à l'écran de reflets, que ce soit sur l'ordinateur de sa mère, qui est elle-même vue en reflet, ou Casey sur son écran, faisant écho à ce reflet dans Incassable qui symbolisait déjà la quête d'Elijah. Faire superposer son reflet à cette œuvre d'art qu'il estime plus que tout. Superposer son reflet à quelque chose qui le transcende. Donc si vous avez bien suivi, vous avez compris que l'existentialisme est l'essence même de cette trilogie et trouve sa finalité ici. La quête de soi, de sa raison d'être, le tiraillement de l'existence entre la foi absolue et l'omniprésence du doute, puis l'accomplissement de soi par la transcendance de l'être. Ce qui va être le but de tous nos personnages, et même les personnages secondaires. Joseph découvre ainsi qui il est. Il est The Whisperman, celui qui souffle à l'oreille de son père pour l'aider. Il a également le super-héros en lui. À la fin, les 3 sidekicks aussi ont, comme nos 3 héros, transcendé leur être, résolu leur quête existentialiste. Ils ont trouvé la réponse au mystère de l'existence, qui est le sens de ces dernières paroles de la maman d'Elijah. This is the moment we are letting on the universe. Glass parle donc de 3 personnages qui avaient trouvé qui ils étaient dans les 2 films précédents, mais les autorités vont nier leur existence et les exclure du monde en les mettant ainsi dans une cage. Le Dr Staple cherche ainsi à réprimer leur identité, à les faire revenir à la normale. C'est réellement une thérapie de conversion, comme celle qui existe malheureusement aux États-Unis pour les homosexuels, et maintenant dans beaucoup de pays d'Europe. Si Incassable sublimait le super-héros, Glass le fait ranger par la société au rang des troubles mentaux. Si David a réussi à faire arrêter un meurtrier au début du film, il est quand même arrêté lui aussi, interné pour fou. Toute dérogation à la norme sociétale est punie par la loi. Les 2 films précédents tendaient à pousser ces individus aux extrémités du spectre de l'humanité, et dans Glass, ils partent de ces extrémités, et la société essaye de les faire revenir au centre, de nier leur identité, de forcer la normalité. Le Dr Staple cherche donc à guérir nos personnages de leur quête d'infini. Et il a même une machine pour ça, celle de l'intervention chirurgicale d'Elijah.
Une machine dont le but va être de brider son imagination, afin de réintégrer la norme. Ça appelle également à notre inconscient collectif de toutes ces œuvres dystopiques, ces œuvres d'anticipation, où par exemple l'art a été banni comme dans Equilibrium, où les livres ont été bannis comme dans Fahrenheit 451, ou plus directement le livre Nous autres de Zamiatine, où l'État a décidé de supprimer l'imaginaire afin de rendre tous les gens absolument égaux. Et dans Glass, cette image est filée par la fenêtre murée de la chambre de Kevin, qui annihile ainsi toute possibilité d'espoir et d'évasion, bridant son inconscient. On avait déjà touché du doigt le fait que ce film ouvrait sur le doute, avant même le premier plan, à travers le doute qu'émet Denny sur les promesses de la bête, qui était immédiatement levé par le You Have to Trust Me de Patricia. Avant même le premier plan, Shyamalan place donc son film sous le signe de ce doute, que va incarner le personnage du Dr Staple. La crise de foi que constitue Glass est d'autant plus marquée que la bête n'existe que par la foi que les autres identités de la Horde ont en lui. I'm here to see if the tales of the extraordinary being are real. And now anymore. What if he can't do these extraordinary things? What if he is just unwell? Le Dr Staple cherche donc à couper cette quête existentialiste de la foi absolue à la source, en coupant leur lien avec le transcendant, en cherchant à uniformiser nos super-héros avec le reste du monde, leur faire croire qu'ils sont des êtres comme les autres, comme tous ces gens flous et sans couleur du métro. Elle tente ainsi de rationaliser l'irrationnel, de réduire à des faits et des nombres le surnaturel. Elle rabaisse ainsi l'existentialisme à l'existence, à la condition animale de l'homme, à la science pure. C'est ainsi une magnifique boucle par rapport au premier plan d'Incassable, qui débutait justement par des chiffres qui rationalisaient le phénomène des comics et des super-héros dans notre monde. Et c'est lorsque le doute est le plus fort que celui qui n'a jamais douté, Elijah, reprend enfin la parole. You believe? Yes, I do. It's what I believed my whole life. Et il demandera à David de croire en lui-même afin de casser cette porte blindée, d'à nouveau se révéler à lui-même. Un plan qui se termine d'ailleurs par un regard caméra de David. « Comment avez-vous osé douter ?» nous dit-il. Comme le disait Patricia au début du film, « Trust in me ». Et comme le dit Elijah à la fin, « Belief in oneself is contagious. We give each other permission to be superheroes. We will never awaken otherwise. » Même dans la mort, la voix de ces individus extraordinaires peuvent être entendues. Ils se sont effectivement transcendés eux-mêmes, ils ont accompli quelque chose de plus grand, un but, et ils ont enfin atteint le stade de surhomme. Le Dr Staple est condamné à échouer dans cette entreprise, parce qu'elle essaie de supprimer la foi, ce qui est une qualité intrinsèque de chaque être humain. Même si on essaye de la supprimer, la foi reviendra. Le communisme en Chine avait donc aboli la religion pendant la révolution culturelle dans les années 60 et fait détruire la majorité des temples. Mais le besoin des hommes de croire a été plus fort. Mais cette foi n'est pas forcément religieuse encore une fois, mais la foi en une transcendance, en quelque chose de plus grand que nous, un legs, qui peut être le fait de sauver des gens, ou de dévoiler au monde l'existence des super-héros. Le but est de sentir que l'on a sa place dans l'univers, et que nous ne sommes pas juste partie d'une fourmilière, sans but, ni destin. Shyamalan nous dit qu'en ces temps troublés où l'individu est masqué par la masse et l'uniformité de la mondialisation, il ne suffit finalement de pas grand-chose pour allumer une étincelle et retrouver la foi et l'individualité. These are mediocre times, Mrs. Dunn. People are starting to lose hope. It's hard for many to believe there are extraordinary things inside themselves as well as others. I hope you can keep an open mind. Dans cette quête d'existentialisme, Shyamalan ne prend finalement pas position comme dans Incassable. Il parle d'une équité dans le monde, que le bien n'existe pas sans le mal, l'ombre sans la lumière, et ainsi de suite. Cette foi absolue peut ainsi engendrer aussi bien des super-héros que des super-méchants. Cette foi transcende l'humain qui la cherche désespérément. On a ainsi Elijah qui a la foi absolue, et le Dr Staple en face qui veut absolument la supprimer. Shyamalan semble être du côté de la bête, lorsque Kevin dit que l'avenir appartient à ceux qui sont cassés. The broken are the more evolved. I've known only pain. Rejoice. You have
could and are now pure. Mais en fait, ceci dérive littéralement d'une phrase de Kierkegaard lui-même. Comme l'or est purifié par le feu, l'âme est également purifiée par la souffrance. Et en effet, à travers sa peinture de l'enfance, totalement traumatisante, c'est ce que Shyamalan semble nous dire. Entre la naissance d'Elijah, qui a les os brisés à l'intérieur du ventre même de sa mère, les sévices subis par Kevin, les viols de Casey, Joseph qui menace son père d'un pistolet, et David qui se fait harceler et noyer par ses camarades, Shyamalan semble nous dire que le remède est dans le poison, que ce n'est qu'en puisant dans ce vivier qu'est le trauma et la douleur qu'on peut renaître tel un phénix. La faiblesse fait ainsi la force. Mr. Glass est le surnom donné par les enfants à Elijah pour se moquer de lui. Because of the kids! They called me Mr. Glass. Mais il se l'approprie et en fait son nom de super méchant. First name, Mr. Last name, Glass. Il a même un Mr. G à sa lavalière. Et comme un vrai méchant de comics, son pouvoir est le verre, comme son nom. Il sait retirer le verre de la machine et donc tue les gens ensuite avec du verre. Mais en fait, ce n'est que l'une des possibilités données par Shyamalan pour atteindre cette transcendance. Cette souffrance peut être de la chair, comme dans Split, ou de l'esprit, comme dans Glass. Mais elle peut également être atteinte à travers les expériences humaines, qui nous ouvrent la voie vers quelque chose de supérieur. The power of true, loving, physical affection, it's like something supernatural. Ce qui nous mène à la compassion n'est finalement pas trouvé dans notre force, mais dans nos faiblesses. C'est par sa faiblesse face à l'eau que David peut savoir qu'il est un super-héros dans Incassable. L'homme se révèle à travers ses faiblesses et non à travers ses forces. Ce n'est que par le partage des peurs, des faiblesses, que l'on peut devenir soi et prendre sa place dans la lumière, comme Kevin le fait. Finalement, Kevin est transcendé par l'amour, la compassion à sa mort. It's not so bad being in the light. Et Glass nous demande de trouver cette foi en nous-mêmes au sein d'une société écrasante, unifiante, qui empêche justement l'accomplissement de soi. Savoir exprimer son individualité à travers quelque chose qui nous dépasse. Et pour Shyamalan, évidemment, c'est l'art. Il crée ainsi un film politique très acerbe, où la société de l'hypermondialisation cherche finalement à faire un lissage de toutes les exceptions, où le nombre de likes sur internet est finalement plus fort que tout, et où tout tend à devoir ressembler à ce qu'aime la majorité, le reste se perdant dans les tréfonds de l'internet. Un monde faussement égalitaire, parce qu'il demande que tous soient égaux, mais pour ça, il pose l'interdiction à chacun d'être une exception, un trèfle à 4 feuilles. Il dénonce ainsi l'uniformisation et la massification par les réseaux sociaux, symbole du nouveau monde. Si on le transpose au cinéma moderne et à la position de Shyamalan dans le système, c'est une métaphore qui est quand même assez limpide. On retrouve la place de l'auteur face à une industrie où les films sont maintenant faits par des conseils d'administration et des experts en marketing. Un parallèle terrifiant avec le système hollywoodien moderne, surtout en la personne du système Marvel-DC, qui sont explicitement cités d'ailleurs dans Glass. Un système de production où tous les films se confondent et se ressemblent. Je vais piquer l'analogie qu'avait fait Julien Charpentier dans le podcast de Capture Mag sur Black Widow. Marvel, c'est comme manger chez McDo. On sait exactement le goût que ça va avoir, quel que soit l'endroit où on va. Marvel, c'est pareil. On sait exactement ce qu'on va voir, quel que soit le film qu'on regarde. On aura les blagounettes, on aura les scènes d'action qui sont tout le temps filmées pareil, au même endroit d'ailleurs, elles sont tous filmées en Europe de l'Est, par les mêmes équipes depuis 26 films, c'est les mêmes équipes qui font les cascades, et les personnages qu'on a déjà vus dans les 26 autres films. C'est vraiment l'adaptation au cinéma du principe de la série télé. On fait un pilote et tous les autres épisodes se ressemblent. Et en face, on a des auteurs qui essayent de proposer autre chose, de sortir du lot, mais qui sont noyés par la masse de l'industrie Marvel et son omniprésence, avec un film et une série qui sortent toutes les 25 secondes, littéralement une industrialisation de la production. Ces auteurs qui sont brisés par le système en place, qui essayent de nier jusqu'à leur existence, c'est aussi tout le principe de cette promesse non tenue dans la tour Osaka du film, où Shyamalan nous dit « Je vous annonce du Marvel d'ici, ce que vous êtes convenu d'attendre par le système en place, mais en fait, je vais vous faire du Kierkegaard. » Il développe ainsi dans le film cette idée du doute, de l'uniformisation forcée, et finalement de ce message laissé à travers la mort par Elijah. C'est impossible de ne pas faire un parallèle avec la carrière de Shyamalan lui-même, où alors qu'il pensait être en pleine possession de ses moyens d'auteur, avec Incassable, Signe et Le Village, la critique l'a fait douter de lui-même.
Il a vécu comme une agression ce système en place, qu'il ne comprenait pas, et essayait de réduire au silence sa voix qui sortait du lot. Le doute l'a mené à s'uniformiser lui-même en faisant des films de studio tels qu'on attendait d'un réalisateur lambda. Sont ainsi nées ces horreurs sans âme que sont After Earth et Le Dernier Maître de l'Air. Avant de finalement dire stop et venir revendiquer sa place d'auteur au sein du système, même un système parallèle. Il est ainsi pas anodin que David meure dans une flaque d'eau qui a exactement la forme de la piscine de la jeune fille de l'eau. Un film sur la recherche de sa place au sein d'une histoire et d'un système. Et le film qui a d'ailleurs noyé Shyamalan lui-même, qui lui a finalement fait perdre ses spectateurs les plus fidèles. Et dans Glass, cette vérité qui doit se faire connaître au monde, cette vérité qui veut faire taire les pouvoirs en place et qui circule par un moyen parallèle, l'auto-publication d'une vidéo virale, fait totalement écho à la façon dont a eu Shyamalan d'auto-produire son film, quitte à hypothéquer sa propre maison pour pouvoir le financer. Même son caméo y fait écho, cet homme qui était en marge de la société et qui faisait du deal de drogue dans Incassable, et qui maintenant s'est rangé dans les clous et fait quelque chose de plus mainstream, accepté par la société. Ça rappelle aussi beaucoup son personnage dans La Jeune Fille de l'eau, qui était promis à une grande destinée, celui qui, à travers ses écrits, devait apporter la lumière au monde. Beaucoup de gens lui ont reproché ça à l'époque, mais en fait, il a toujours le même message. C'est son côté auteur maudit, éternel incompris. Perso, je pardonne complètement son côté j'ai la grosse tête, parce que pour moi c'est pas tout à fait ça en fait. Ce mec a quand même passé sa vie à défendre une vision artistique extrêmement personnelle, extrêmement complexe, et toute la critique intellectuelle, justement ceux qui l'aimeraient toucher, lui a constamment craché dessus. Il lui refuse cette reconnaissance artistique qu'il envie depuis ses débuts, alors qu'il se démène pour avoir un univers bien plus fouillé et surtout bien plus cohérent que la plupart des cinéastes qui ont justement cette reconnaissance. Ça doit être super difficile à vivre, je pense. Ça me fait beaucoup penser à Hitchcock et à Kubrick, qui n'ont eu cette reconnaissance critique que très tard dans leur carrière, et qui n'ont ni l'un ni l'autre jamais gagné d'Oscar, sans pour autant baisser les bras, comme Shyamalan. Voilà, j'ai fini de vous prendre la tête avec cette trilogie qui est beaucoup plus complexe qu'on a bien voulu l'admettre, mais surtout qui mérite une réhabilitation. Il y a des défauts, oui, mais la portée est tellement profonde, il y a tellement de richesse, et j'ai découvert surtout tellement de choses en décortiquant ça pour vous, bien plus que j'aurais pu l'imaginer au départ. Je me suis vraiment éclaté à vous faire ces 3 épisodes, qui pour moi synthétisent en fait tout le cinéma de leur auteur, et le remettent à sa place dans le panthéon des immenses réalisateurs. Grâce à vous, et à tout ce temps passé, Shyamalan est entré dans mon top 10 des réalisateurs, et ça c'était pas gagné avant. Allez, comme d'hab, abonnez-vous s'il vous plaît, likez la vidéo, commentez, et si vous les avez pas encore vus, précipitez-vous sur mes autres analyses, et on se voit la prochaine fois pour un nouvel épisode monstrueux. Oui, c'est enfin Jurassic Park. Wouh! Allez, ciao.